Alors, j'accueille Pascale Ferrari, voilà, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler régulièrement aussi. Donc, j'ai l'impression que je passe des moments aussi très agréables avec des gens avec lesquels je chemine régulièrement. Donc, Pascale vient de Suisse. Elle est infirmière, clinicienne spécialisée au service de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois. Et elle est maître d'enseignement à l'Institut et Haute École de la Source. Et Pascale va intervenir. Alors, je trouve que le lien, ton intitulé est absolument vaste aussi, mais néanmoins précis. Elle devait intervenir avec Caroline Sutter, qui est une père aidante, mais qui est aujourd'hui un peu souffrante, et donc Pascale va intervenir seule, mais on adresse à Caroline nos meilleurs vœux de rétablissement. Et donc le titre de ton intervention, plan de crise conjoint et déclaration anticipée. Donc je crois que ça parle à pas mal d'entre vous, et en particulier à Yvonne au premier plan. Quête de l'autodétermination en psychiatrie, on l'a évoqué déjà dans la matinée. Usage et des services, pairs et chercheurs en soins. Convergence des luttes. Alors Marcel, Radouane, on est dans cette continuité aussi. Allez, à toi Pascale. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à toutes. Merci infiniment pour l'invitation, pour la richesse aussi de ces 2 journées du programme dont je me réjouis vraiment beaucoup. Effectivement, un pincement au cœur, je pense à Caroline Sutter, donc ça fait depuis 2017 que je travaille avec des pairs praticiens en recherche, mais aussi dans l'enseignement et dans la clinique, et je milite beaucoup pour ça, et donc je suis vraiment très déçue qu'elle puisse pas être là aujourd'hui, mais très contente de savoir qu'il y en a dans la salle. Le titre, ça répond probablement à une des propositions qui a été faite. Effectivement, quand on fait de la recherche en soins, la question de l'autodétermination, c'est un choix de faire de la recherche. Donc on a la capacité de faire des choix, mais des fois un choix ça veut dire renoncer. Donc peut-être qu'il faut lâcher d'autres choses, et ça c'est pas toujours facile, surtout si on veut garder et faire de la recherche appliquée. Et dans la même lutte que les usagers en psychiatrie, en fait, quand on a décidé de faire la recherche, c'est pas pour autant que notre choix va être entendu, va être reconnu. Et je vais vous parler un peu de mon parcours et des différents obstacles par lesquels j'ai dû passer pour y arriver. Donc, raison pour laquelle je parle de la convergence des luttes. On a parlé de stigmatisation tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit vigilant à notre auto-stigmatisation, parce qu'on est les premiers à dire qu'on n'est pas compétent, qu'on pourra pas, etc. D'où l'image de l'infirmière pendant le Covid. Alors, pour moi, survivre à la recherche, je vais tourner un tout petit peu parce que c'est pas très... Voilà, désolée, parce que j'ai rien sous les yeux sinon. J'ai voulu l'illustrer de façon un tout petit peu comique avec un personnage que j'aime beaucoup par sa philosophie, c'est Mafalda. Alors, pour faire de la recherche, je pense qu'il faut s'instruire, effectivement, il faut faire des formations et se tenir au courant, en fait, vraiment des dernières publications scientifiques, et ça, c'est indispensable. C'est aussi important de prendre la température, de savoir à quel moment se lancer, ou de trouver, en fait, les portes d'entrée au bon moment, parce que ça peut, du coup, ouvrir, en fait, tout d'un coup, il y a une autoroute qui s'ouvre, donc saisir ces opportunités, parfois les provoquer. Mais il faut aussi être capable de pousser un coup de gueule, d'aller à contre-courant, très souvent. Et Mafalda le dit très joliment par rapport à qu'est-ce qui permet de tenir le coup. Prendre la distance, c'est un élément essentiel, parce que les attaques viennent de tous les côtés, en particulier du monde médical. Et ça va être important aussi de pouvoir continuer, pas tout retenir, parce que sinon on arrête très vite. Et l'autre chose qui est importante et qui a été dite ce matin, c'est de s'entourer de personnes, de pas travailler seul, des bonnes personnes aussi. Et parmi ces personnes desquelles je me suis entourée, beaucoup de gens qui sont très compétents en psychiatrie et en recherche, mais les pairs ont été vraiment un moteur pour moi et un levier pour développer la recherche, parce que quand on dépose des projets de recherche avec des pairs et des proches, c'est difficile pour les financeurs de les refuser. Donc c'est vraiment un mouvement à promouvoir. Désolée, je suis un peu stressée. Faut que je me... Donc j'ai fait un peu un retour sur mon parcours professionnel, puisque ça a été demandé qu'on puisse finalement parler de notre trajectoire. Donc la situation en Suisse, elle est un peu différente, mais pas tant que ça en fait. Donc moi je suis arrivée dans les soins un peu par hasard, où j'ai trouvé un premier travail alimentaire qui était dans ce que vous appelez, je pense, les EHPAD, donc pour les personnes âgées. Donc je dis alimentaire parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais il fallait que je gagne ma vie pour pouvoir aller à l'étranger et apprendre des langues. Je me suis dit, les langues, ça ouvre toujours des perspectives, et c'est sûr que quand on fait de la recherche, avoir été 6 mois en Australie, c'est quand même très aidant.
Et du coup, à chaque fois, en fait, j'ai adoré ce travail. J'ai adoré par la rencontre des personnes, par l'expertise et l'expérience qu'elles avaient, par la transmission du savoir de ces personnes âgées. Et à chaque fois que je revenais en Suisse, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un congé maternité, il y avait des maladies, il y avait des accidents. Donc à chaque fois, j'ai pu retourner en fait dans ce lieu. Et c'est ce qui m'a amené à en 94, à entrer dans l'école d'infirmière. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, ça a été le premier diplôme non spécialisé. Donc on nous a dit, vous savez pas travailler. Okay, donc on commençait déjà dans ce milieu-là. C'était une formation en 4 ans qui a disparu très vite. En 2002, on est passé au système bachelor, donc une formation du coup qui n'a pas été reconnue. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à des équivalences. Donc j'ai eu l'obligation de faire un premier stage en psychiatrie, et je dois dire que le fait qu'il n'y ait plus de parcours spécialisé dans les formations, pour moi ça a été une chance, parce que ce que j'aurais évité à tout prix, c'était la psychiatrie avec toutes les représentations négatives et les préjugés possibles au monde. Et en fait, ce premier stage en psychiatrie, on m'a proposé soit en ambulatoire, soit à l'hôpital. Je me suis dit, en ambulatoire, ça doit être moins pire, hein, donc vraiment très marqué. Et j'ai adoré. Alors, ça a été un choc. Enfin, ça a été très difficile. Je vivais moi-même une période assez difficile. Mais j'ai adoré. Et là, j'ai rencontré un premier, on va dire, mentor, enfin, personne clé. C'était Roland Philippot, qui était responsable infirmier d'ambulatoire, qui a beaucoup de mobilité pour les infirmiers en première ligne, pour la continuité des soins pour des patients plus chroniques. Et pour aussi la dispense des traitements de méthadone à l'époque. Et cet infirmier, une fois que j'ai passé mon stage, m'a dit je fais des supervisions dans un foyer, un hébergement psychiatrique, et on cherche des veilleurs. Donc moi, j'avais besoin de travail et d'argent pour financer mes études. Donc j'ai fait des veilles pendant toute ma formation en fait dans un foyer psychiatrique. Et puis en dernière année, il y avait un stage option. Donc j'ai fait de nouveau un stage en hôpital psychiatrique et j'ai demandé à faire mon dernier stage également en psychiatrie. Et c'était une évidence en fait que j'allais continuer là-dedans. Donc vous voyez, ça fait longtemps que je suis tombée, je ne suis pas sortie. Donc depuis 98, donc j'ai commencé à l'hôpital psychiatrique de Cery. Là, c'est nouveau, c'est Roland Philippot qui est venu me chercher en disant il faut que tu travailles avec nous. Et j'ai travaillé dans une unité hospitalière qui accueillait des premiers séjours, donc tout trouble confondu. J'ai été particulièrement touchée par 2 choses. La question de la contrainte qui était vraiment insupportable et très difficile pour moi à gérer. L'autre chose aussi, c'est que la majorité des patients avaient une comorbidité ou en tout cas une problématique d'addiction dont on ne faisait pas grand-chose. Et j'ai alors demandé une spécialisation dans ce domaine des addictions et on m'a répondu « ce n'est pas la priorité ». C'est super, mais quand même cela m'a permis d'aller plus loin puisque après on est venu me chercher pour un remplacement en addictologie. Mais entre deux, j'ai fait une formation de réflexologie parce que les mots, c'est bien, c'est très utile pour le soin, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à mettre des mots. Et je trouvais important d'avoir une autre approche, donc l'approche corporelle et la réflexologie plantaire qui est assez loin de la tête et du cœur, c'était peut-être aussi moins menaçant. Donc ça a été un choix important pour moi. Donc comme je vous disais, j'ai été ensuite travailler en ambulatoire en addictologie. Donc je me suis formée sur le tas finalement dans ces domaines-là. C'était censé être un remplacement de 6 mois, c'est resté un poste de 3 ans. Et j'avais dit que je partirais n'importe quand de là pour aller travailler aux urgences psychiatriques parce que j'avais besoin de comprendre en fait ce qui se jouait avant que les patients arrivent à l'hôpital. Et suite à ça, donc en 2003, j'ai travaillé aux urgences psychiatriques. Donc la particularité des urgences psychiatriques à Lausanne, c'est que c'est dans l'hôpital somatique, mais il n'y a pas de lit. Et on doit absolument orienter les patients, et donc ils ne peuvent pas rester ici. Et on avait la possibilité à l'époque de faire des suivis de crise intensifs en étant infirmier en première ligne. Et pendant cette période, j'ai regardé comment je pouvais me spécialiser. Et comme j'étais plus dans le milieu hospitalier, pour moi c'était important de faire une formation, donc j'ai fait la formation de santé publique et santé communautaire avec l'option santé mentale. Cette formation était vraiment décisive pour la suite aussi de mon parcours parce que il faut travailler avec les forces, avec les ressources de la personne, avec les ressources dans la communauté pour éviter de psychiatriser ou de mettre tout le monde en fait à l'hôpital dans un système qui est totalement hospitalo-centré. De nouveau, ce diplôme en fait était un postgrade, mais c'était avant les reconnaissances de titres, donc les DAS, etc. Donc vous verrez que c'était un autre obstacle pour en fait continuer un parcours académique. Et puis, mais les différents travaux que j'ai conduits dans le cadre de cette formation sur le terrain, où j'ai beaucoup travaillé à intégrer davantage les proches, à travailler avec les ressources qui existaient dans la communauté, notamment les accueils seuil bas pour les toxicodépendants, avec lesquels on travaillait pratiquement pas, alors qu'ils y passaient quasiment leur journée, a fait qu'on est venu me chercher, et c'est un médecin cette fois qui est venu me chercher, le professeur Bonsac, ce sera mon deuxième mentor, j'en oublierai probablement certains, mais ça a été très important parce que en fait, il m'a engagé pour développer des projets et des nouvelles interventions pour améliorer les liens entre l'hôpital et la communauté. C'était une problématique majeure avec des patients qui n'arrêtaient pas de faire des allers-retours.
Et c'est comme ça que je suis tombée dans la recherche, vous le verrez tout à l'heure. Et le professeur Bonsac, il dit ici, on travaille avec par projet, donc il m'a formé à la gestion de projet, mais on fait aussi des évaluations et on va essayer systématiquement de faire de la recherche pour prouver les résultats de nos interventions. Et du coup, très vite, j'ai eu besoin de pouvoir me former, mais voilà, dans le résumé, vous avez vu que j'ai mis la génération sacrifiée, on m'a dit qu'il fallait que je l'explique, c'est qu'en fait, tous les diplômes que j'ai eus n'étaient jamais reconnus pour pouvoir accéder à un master en sciences infirmières. Donc du coup, à chaque fois qu'on me disait, ah bah non, c'est pas possible, bah vous êtes la génération sacrifiée, tant pis, désolé pour vous. Enfin, donc vraiment, voilà, tout un tas d'obstacles. Donc j'ai découvert un CAS en méthodologie de recherche en psychiatrie et psychopathologie à l'université de Lausanne, et donc je me suis battue pour y entrer parce que, figurez-vous que c'était adressé aux médecins et aux psychologues. Donc, j'ai dû me battre beaucoup, mais le professeur Preissig, à l'époque, m'a ouvert la porte. Donc, j'étais très contente. Il y a un autre médecin de mon service, du coup, qui a fait la formation en même temps que moi, ce qui a, en fait, contribué aussi à solidifier la question de l'interdisciplinarité dans la recherche et à développer après vraiment un pôle de recherche dans notre service. J'ai quand même, dans le bilan de cette formation, je me suis permis une remarque en disant, mais vous devez changer le titre de cette formation. Méthodologie de recherche en psychiatrie et psychopathologie, on n'a jamais abordé la recherche qualitative, même pas dit que ça existait. Et quand j'ai dit ça, donc je me suis pris, imaginez tous les professeurs qui étaient dans la salle. Alors déjà, tu peux déjà être bien contente d'avoir été là, hein, parce que c'est pas ta place. En gros, on m'a fait comprendre que j'ai eu mon titre au rabais, hein, voilà, que la seule recherche importante et qui compte, c'est la recherche quantitative. Donc on était mal marrés, donc il fallait absolument que je trouve le moyen de pouvoir faire un master ou quelque chose qui permette en fait de débloquer la situation. Alors il y a un organisme en Suisse qui permet de faire des reconnaissances de titres a posteriori, le CEFRI, donc c'est au niveau national. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, la formation infirmière, elle est dans les hautes écoles en Suisse francophone, mais pas partout en fait. Et il y a vraiment une situation importante. Et comme on est toujours minoritaire, c'est très compliqué de faire reconnaître les infirmiers. Et on estime qu'il n'y a pas besoin en fait de ce niveau-là pour pouvoir soigner. Donc j'ai dû beaucoup me battre. Et la première réponse, je me suis dit, bah finalement, avec les différentes formations continues que j'ai faites, quand même, je mérite d'avoir au moins un niveau bachelor. Et ironie du sort, on m'a dit, ah ben non, tu dois faire une VAE, donc une formation en validation des activités d'expérience. Donc j'aurais dû suivre des cours que je donnais moi-même, puisque j'avais en fait commencé à travailler à l'école d'infirmier, d'accord? Donc voyez, donc je suis allée au tribunal fédéral. 3 ans de lutte, donc j'ai gagné. Donc je suis la première infirmière à avoir gagné. Merci. Et j'ai gagné aussi le fait qu'ils doivent me rembourser tous mes frais parce que j'étais syndiquée depuis que j'étais étudiante déjà, mais l'association suisse des infirmiers m'a dit en fait il n'y a pas de sous en caisse, donc j'ai dû tout payer moi-même, voilà. Et donc, mais j'ai dû me battre encore une année pour obtenir clairement le papier pour pouvoir postuler au master. Et donc j'ai fait une formation très tardivement au master en sciences infirmières, donc j'ai terminé en 2021 et je suis très contente, mais aussi de l'avoir fait à ce moment-là parce que je pense qu'il y avait déjà une expérience de recherche et ça a résonné totalement différemment pour moi, mais ça a vraiment ouvert des portes et c'est une formation où je me suis vraiment éclatée. Ce que donc j'ai oublié de dire, c'est qu'en 2009, mon poste a été, enfin j'ai commencé à travailler également à l'Institut Haute École de la Source grâce à l'impulsion d'un autre mentor, Jérôme Favreau, qu'il faut probablement plus présenter dans un public comme vous êtes aujourd'hui, qui en fait avait été invité pour occuper le poste de professeur pour la psychiatrie, et lui a refusé en fait de prendre ce poste à 100% pour qu'on aille à 3, c'est-à-dire qu'il ait un poste à pourcentage et qu'on puisse être 2 autres à garder un pied dans la clinique, mais également travailler dans une école de soins où on a accès du coup à des fonds de recherche. Et c'est donc grâce à lui que j'ai pu comme ça accéder, mais vous verrez que ça n'a pas été si simple, il y a aussi eu des obstacles. Alors, comment je suis passée de la clinique à la recherche? Comme je vous disais, quand j'ai été engagée en psychiatrie communautaire, donc j'étais engagée vraiment pour développer une intervention clinique pour améliorer les liens, les sorties d'hôpital. Donc on a développé le case management de transition. Et puis en même temps que moi a été engagée en fait une psychologue pour faire la revue de littérature. Donc jusque là moi j'avais jamais entendu parler de revue de littérature. J'ignorais totalement que c'était possible de le faire comme infirmière, mais c'était extrêmement passionnant parce qu'elle me donnait les informations de ce qui ressortait de la littérature et ça m'a moi permis de construire en fait cette intervention clinique. Et j'ai vu l'importance et la richesse que ça pouvait amener et la clinique pour la littérature et l'inverse. Donc en fait j'ai été sensibilisée à la recherche de l'autre côté dans le sens que pour cette expérience-là, le professeur Bonsac a obtenu un fonds national. Donc moi, j'étais pas du tout côté recherche, hein, je faisais l'intervention et on a eu des résultats. Alors là, c'était la première baffe aussi, c'est que cliniquement très intéressant et significatif avec des baisses de réadmission de façon importante.
mais statistiquement pas significatif. Et là, j'ai déjà vu des différences, c'est qu'en fait, on parle pas le même langage, et puis des fois, quand il y a des choses qui fonctionnent très bien, ça va pas forcément être valorisé ou validé dans la littérature scientifique, parce qu'en fait, on n'est pas sûr que c'est ça qui a fonctionné. On avait quand même, on avait tout un tas de résultats, une satisfaction extrêmement grande des patients, mais vous pensez bien que les premiers qui ont dit, en fait, qui ont vu très vite que ça coûterait moins cher, c'est les assureurs, et ils ont dit, il faut implanter. Donc, on a implanté, avant de poursuivre l'étude, et probablement que si on avait eu un échantillon beaucoup plus grand, on aurait pu démontrer des choses plus solidement. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que ça aurait peut-être permis de diffuser en fait cette intervention plus largement. Enfin voilà. Et nous, ça nous a beaucoup interpellés parce que dans les résultats de l'étude, en fait, il y avait peu d'amélioration de la sévérité des symptômes des patients, alors qu'on avait vraiment l'impression d'être très très proche des besoins des patients. Et en décortiquant, en réfléchissant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup répondu aux besoins en fait des professionnels dans le réseau, du système, et puis assez peu aux besoins des patients, où en fait on avait répondu à ceux qu'on imaginait être les leurs, mais c'était pas ça. Donc on a commencé à dire, ok, comment on peut remettre la parole du patient au milieu et vraiment les rencontrer. Donc on a travaillé avec ELADEB, je vous ai aussi plusieurs à connaître cet outil qu'on a développé dans le service, donc l'échelle lausannoise d'auto-évaluation des difficultés et des besoins, avec la carte réseau qui permet de faire une photographie du réseau des patients soutenant dans la communauté, et puis avec le plan de crise conjoint. Donc c'est le professeur Bonsac qui nous a parlé de cet outil pour la première fois, qu'on ignorait totalement. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est une forme de déclaration anticipée en psychiatrie, avec la particularité, c'est que le contenu doit être nécessairement négocié entre une personne concernée et au moins un professionnel, un proche, si le patient le souhaite. Ça nous paraissait être un outil extrêmement intéressant. Et puis, donc, on a été regarder ce qu'il y avait dans la littérature et on a découvert l'outil, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de données probantes à ce sujet. Donc, pour vous montrer d'où on est parti, on était tellement persuadés de cet outil incroyable, c'est qu'on parlait de ce que c'était que le plan crise aux patients et ils ont fait leur propre plan crise. Donc là, vous voyez un exemple très, très personnalisé. Un deuxième exemple très personnalisé, mais totalement différent, donc qui montre bien à quel point les patients sont différents. Et là, quand on est allé donner ces informations au service d'urgence, donc au port d'entrée du système, les soigneuses ont dit, c'est quoi ce truc? Donc, aucune considération de, finalement, la parole des patients, même là, l'écrit des patients. Et on s'est dit qu'il fallait retourner par des aspects plus scientifiques pour essayer de faire valider ça. Donc, ça a été ma première revue littérature. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé plus concrètement. Quand le case management de transition, il s'est pas beaucoup plus développé chez nous. Par contre, j'ai eu la chance de former les équipes de Saint-Étienne et de faire la connaissance d'Yvonne, qui a été le début d'une collaboration intéressante. Et puis, on a également formé les équipes mobiles en Belgique, mais chez nous, ça n'a pas du tout progressé. Mais une fois que ce projet a été implanté, on m'a demandé d'améliorer, de s'intéresser à la transition entre l'hôpital et les hébergements psychiatriques, donc les lieux de vie institutionnels. Et puis là, on a fait, une étude. Donc j'ai accompagné le développement de l'intervention au niveau clinique. Et évidemment, je n'avais pas du tout les titres pour demander un fonds, parce qu'en Suisse, on n'a pas du tout de fonds comme vous décrivez pour la recherche infirmière. Donc on doit lutter au niveau national avec le Fonds national suisse de la recherche, et on peut postuler dans 2 endroits, les sciences sociales ou la médecine. Donc ça veut dire qu'on est considéré au même niveau dans la lutte pour obtenir des fonds que les médecins et que les sociologues. Donc vous imaginez bien, avec le peu d'histoire qu'on a et le peu de crédit ou le CV souvent très très petit, en fait on a assez peu de chances d'y entrer. Donc on avait fait une demande en fait au Fonds national, donc en collaboration avec Jérôme Favreau et le professeur Bonsac, qui a été refusé avec l'argument de dire vous avez déjà obtenu un fonds pour les transitions, donc en fait il n'y aura aucune nouvelle connaissance, alors que c'était une autre population cible, que c'était une autre problématique. Donc c'était vraiment une grande déception. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on trouve un autre moyen. Comme j'avais mis les pieds dans l'institut, enfin les hautes écoles en santé, là il y a accès à un autre type de fonds, qui est les fonds de recherche au sein des hautes écoles, mais ça veut dire qu'il faut avoir un pied dans la haute école ou collaborer entre le terrain et la haute école, parce qu'en quoi on peut pas y accéder. Et je me suis dit, ah ben super, on va déposer une demande de fonds ici, mais on a séparé les choses, c'est-à-dire que Roland Philippot de nouveau m'a contacté pour me dire, écoute, il y a un infirmier, un breton, un infirmier qui travaille chez nous, qui faisait un bachelor en santé publique à Lyon et qui doit faire un stage de recherche, t'es la seule à en faire, donc il faut que tu l'encadres. J'étais, bah, super, il a plus de compétences que moi, mais voilà. Donc on a travaillé ensemble et lui s'est occupé de tous les aspects quantitatifs pour démontrer l'efficacité de l'intervention, qui a été effectivement extrêmement positive. Et puis je me suis dit, on va en fait nous porter plus le pôle qualitatif et donner la parole aux personnes concernées qui font comme ça des allers-retours entre l'hôpital et l'hébergement, avec comme cadre de référence théorique le modèle du rétablissement, qui était le modèle
qui avaient été retenus dans la filière d'hébergement, sans formation, sans changement aucun. On a décidé qu'on disait rétablissement, donc tout le système allait changer. On en est encore loin. Mais là, de nouveau, je voulais juste revenir sur la raison du refus de ce fonds. Ça a été votre projet est beaucoup trop complexe. Avant de s'intéresser à la compréhension des transitions entre l'hôpital et l'hébergement par les personnes concernées, il va falloir d'abord juste s'assurer que le modèle du rétablissement leur corresponde. Putain, on n'a rien compris, quoi. Tout est démontré, mais bon. Donc, vous voyez, il faut pas se laisser abattre. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme il y avait cette réorganisation de l'hébergement psychiatrique dans le canton de Vaud et que j'avais quand même beaucoup travaillé dans les transitions et dans la communauté, j'ai fait partie comme expert de ces différents groupes de travail. Et puis, j'ai dit aux autorités sanitaires, là, ça va pas du tout. Les seules personnes que ça concerne et à qui vous avez jamais donné la parole, c'est les personnes concernées. Donc, on va faire une étude là-dessus et vous allez payer. Donc, j'ai obtenu mon premier fonds comme ça. Donc, pas du tout un fonds de recherche. Et puis, je vous donne juste quelques rapides résultats. Donc, ce qui était vraiment très intéressant, donc ce qui posait problème, en fait, dans le système, c'était les portes tournantes, donc ces patients qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours et qui tiennent pas dans l'hébergement, qui était problématique surtout parce que ça coûte cher et que ça occupe des lits, en fait, de façon inappropriée en milieu aigu. Mais en fait, quand on donne la parole aux personnes concernées, pour eux, c'était la stratégie d'adaptation, une stratégie d'adaptation pour survivre dans le système, surtout pour reprendre le contrôle de leur trajectoire de vie et éviter d'entrer dans un système dont ils ne se sortiraient plus, avec la vision et la perception que l'hébergement, c'était comparable aux EHPAD et à la fin de vie. Donc pour eux, c'était en fait entrer dans un système où il y avait plus du tout d'espoir, donc on a pu donner tout un tas d'informations pour la réorganisation de ces structures. Mais que par ailleurs, en plus, ils nous disaient que finalement, toute la décision d'orientation et de placement était prise sans eux, toujours en amont de le moment où on rencontre et on leur demande de quoi vous auriez besoin, mais de toute façon, on a décidé. Les proches ont dit la même chose et on dit qu'ils avaient été très stigmatisés aussi dans cette période-là. Donc pour la petite histoire, les patients qu'on a interrogés, on a demandé à chaque fois de pouvoir interviewer un de leurs proches et ils nous ont dit, même ils en peuvent tellement plus de nous, moi je peux vous donner leur numéro, mais jamais ils accepteront. En fait, les proches étaient tous là et je peux vous dire que ça a été les entretiens les plus intéressant et important de ma vie. Ils ont pleuré, c'était vraiment incroyable. Ça nous a permis aussi de voir l'importance de la symbolique du logement et on a pu justement introduire dans le système les notions de housing first, donc du coup d'inverser en fait les choses, de proposer d'abord de logement et de les soutenir en fonction de la problématique psychiatrique et pas d'être dans ce système par étage ou par étape dans l'hébergement. Et surtout, alors là on s'est pris une baffe monumentale, c'est quand on a demandé aux personnes concernées mais qui s'occupe de la continuité dans cette histoire-là, ils nous ont dit les proches. Ils ont jamais mentionné les professionnels, donc super. Et donc du coup, il fallait vraiment qu'on travaille avec eux. Donc ça, c'est quelques petits résultats que je vous donne comme ça de l'étude, mais surtout pour moi, ça a changé quelque chose de fondamental et j'ai découvert vraiment cette posture de chercheur. On est dans l'exploration, on va recueillir l'expérience. Et c'est incroyable comme ça change complètement. Donc j'étais jusque-là totalement persuadée d'accueillir les proches, de travailler avec eux, etc. Mais en fait, on est toujours pris dans ce truc de l'offre et la demande et on veut tout de suite répondre. Et très souvent, on est dans les solutions tout le temps, avant même d'avoir pris le temps d'entendre. Donc, ça a fondamentalement changé, en fait, même ma posture au niveau de la clinique. Et ça a été aussi vraiment une révélation. Donc, on va d'abord prendre le temps d'entendre et de bien poser les choses. Et ça, c'est aussi quelque chose que m'a appris la formation en santé communautaire. C'est, on va travailler ensemble, mais pour travailler ensemble, il faut qu'on fasse l'évaluation des besoins des personnes concernées ensemble pour trouver des solutions ensemble. Et ça a été vraiment, une espèce de confirmation dans le processus, si vous voulez. Alors ça, c'est une dia totalement illisible, mais c'est juste pour vous dire que à partir de là, moi, j'ai orienté mes travaux et développé tout un programme de recherche autour du plan de crise conjoint. Donc d'abord, vous avez vu que c'est venu d'un intérêt au niveau clinique. Ensuite, on a conduit une étude exploratoire dont je vais vous parler. Et puis ensuite, j'ai pu obtenir un fonds pour implanter en fait cet outil-là. Mais ironie du sort, le fonds finance des projets qui favorisent la prévention dans les soins, mais ne finance pas la recherche. Donc, il a fallu trouver tout un tas de subtilités pour pouvoir faire de la recherche, dont notamment le fait de faire des travaux de master en fait sur le projet. Et j'ai continué en fait, comme moi j'ai fait mon travail de master, à encadrer des nouveaux travaux de master. Et c'est un bon moyen finalement de pouvoir récolter des données extrêmement rigoureuses et fiables. Et puis le projet s'est élargi dans le sens qu'on a reçu différents financements, mais j'y reviendrai. Donc,
par rapport à la problématique du PCC, ce qui pour nous était extrêmement important, c'est que on trouvait que c'était un super outil. On comprenait pas que ce soit plus reconnu ou utilisé. Et dans les travaux qu'on a menés, donc on avait recommandé que ce soit implanté au niveau cantonal. Et donc la santé publique a fait cette recommandation. Mais c'est comme toujours, hein, il y a une recommandation qui est faite, et parce qu'on l'a dit, c'est fait. Enfin, voilà. Mais il manque quand même un petit peu des bouts là. Et ce qui était vraiment très riche pour moi, c'est que j'ai pu en fait avoir ce projet d'implantation et en même temps faire ma formation master où j'ai découvert les sciences de l'implantation, et je pense que c'est un élément majeur et central pour transférer les connaissances sur le terrain de façon durable et pérenne. Alors, on a fait une étude exploratoire en se disant, bon, ok, peut-être qu'il y a déjà des PCC qui se font dans le canton de Vaud, mais il faut voir où ils sont, qu'est-ce qu'il en est. Et on a pu récolter 184 plans de crise conjoints qui avaient été faits dans différents types d'institutions. Donc, on a pu voir que c'était faisable aussi pour tout type de troubles. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, dans la littérature, on savait que les PCC étaient efficaces pour des patients avec des troubles psychotiques, des troubles bipolaires. Et il y a eu une seule étude sur les patients avec des troubles de la personnalité. Donc, on savait pas du tout ce qu'il en est. Et nous, on s'est rendu compte que dans le terrain, il y avait des PCC qui étaient faits avec tout type de patients. Donc ça, c'était un premier résultat extrêmement intéressant. On a pu voir que c'était faisable dans tout type de contexte et qu'il fallait pas attendre que quelqu'un soit hospitalisé ou soit dans une crise majeure pour proposer un plan de crise conjoint. Donc on a trouvé dans les soins à domicile, dans les résidentiels d'addictologie, dans tout un tas de différents domaines, et c'était extrêmement important. On a analysé les contenus des PCC et clairement, ce que demandent les patients, c'est tout à fait adéquat et en lien avec les recommandations, contrairement aux représentations des soignants. On a aussi vu qu'il y avait des multiples versions des plans crise conjoints et qu'en fait, c'était les documents des soignants avec le logo de l'institution et pas du tout orienté patient. Et parfois même, ils étaient prescriptifs, c'est-à-dire en termes de soins et de traitement, quelles sont les préférences. C'était pas ça, c'est si vous êtes hospitalisé, quoi. Hein, donc, c'était vraiment très, très prescriptif et directif. Les patients ont coté l'utilité, la pertinence et la satisfaction de cet outil de façon beaucoup plus importante que les soignants. Tous avaient une notion positive, mais les patients vraiment, eux, ont coté cet outil comme beaucoup plus important pour eux. Un autre résultat extrêmement important de cette étude exploratoire, c'était un outil connu de prévention de rechute qui permettait de diminuer la contrainte des réhospitalisations contraintes de façon significative, et les professionnels avaient cette vision, on va dire, pathogénique. Mais quand on a interrogé les usagers, pour eux, le plan crise conjoint, c'était un outil qui permettait de garder la tête hors de l'eau tous les jours. Donc avec une dimension salutogénique et de promotion de la santé. Donc pour nous, c'était important à partir de là que toute personne qui a un trouble psychiatrique ou addictologique puisse bénéficier en fait de cet outil. Donc ça a été un peu un leitmotiv. Et à ce moment-là, on a fait des recommandations parce qu'on a récolté tout un tas d'obstacles en fait pour implanter l'outil. Et il se trouve que Promotion Santé Suisse, qui est un nouvel organisme qui a ouvert ses portes dans ces années-là, a lancé un fonds pour des appels à projets pour la prévention dans les soins. Et en fait, on a obtenu un fonds, donc c'était vraiment un premier grand fonds, donc presque de 200 000 francs pour 2 ans d'abord. Donc on a les résultats de la première étape ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les résultats de notre projet sont très importants, très positifs pour les patients aussi, c'est qu'ils nous ont financé sans qu'on demande rien. Et ça, c'est quand même assez incroyable, pendant 2 ans supplémentaires. Et là, on vient d'obtenir une dernière année de financement supplémentaire. Donc d'abord, c'était pour le canton de Vaud. Ensuite, on a dû élargir la population cible, c'est-à-dire que c'était toujours avec les patients adultes. On a élargi à l'adolescence et à la personne âgée. On a déposé actuellement un fonds pour faire une recherche-action participative avec les adolescents pour développer l'outil parce que clairement, il correspond pas en fait à leurs besoins et puis il n'est pas du tout intéressant pour eux. Donc il y a différentes perspectives. Ouh là là, ok. Donc quand je vous disais que il faut savoir trouver le bon moment, il y a différents documents de l'OMS mais aussi de la Convention de l'ONU pour défendre les droits des personnes handicapées qui sont des éléments extrêmement importants sur lesquels on a pu s'appuyer pour développer ce programme de recherche. Mais aussi à l'époque, quand même, le canton de Vaud était champion des internements forcés. Donc ça a été vraiment le truc où ils pouvaient pas refuser en fait que quelque chose se passe à ce moment-là. Autre chose aussi au niveau de politique sanitaire nationale, on a maintenant des politiques de stratégie nationale contre les maladies non transmissibles, dans laquelles sont comprises la psychiatrie, mais un tout petit bout comme ça. On en a pour la dictologie et puis on a actuellement un mouvement de promotion de l'autogestion et ça c'est aussi un aspect principal aussi pour continuer ce type de projet avec une promotion aussi de l'anticipation dans les soins au niveau national.
Alors, 4 grands axes pour surmonter les obstacles d'implantation. La promotion et l'information sur l'outil, la formation à l'outil, parce que c'est un outil à priori simple, mais qui repose sur une posture de partenariat et de décision partagée. Donc, c'était essentiel de pouvoir le faire. Donc, tout le projet, ce que j'ai oublié de dire, donc avec Caroline, c'est que depuis 2017, depuis la première étude sur le plan de crise conjoint, on travaille ensemble dessus. Et tout le projet a été développé avec des pairs et des proches. Et les formations, il y a un e-learning en ligne accessible gratuitement sur le site internet, mais on a développé aussi des formations en présentiel pour faire des jeux de rôle, en fait, parce que c'est ce qui est le plus important pour que ce soit intégré, pour que le changement se fasse dans la pratique. Et ces formations se donnent systématiquement avec un professionnel, un pair et un proche. Et on a accompagné également l'implantation au niveau institutionnel, parce que c'est pas parce que les gens sont formés qu'ils vont commencer à le faire dans leur institution. Il faut que ce soit travaillé à toutes les strates, en fait, de l'institution pour que les choses fonctionnent jusqu'à l'inscription dans le dossier informatisé. On a développé une plateforme, mais je vais pas en parler aujourd'hui. Vous voyez ici, beaucoup de gens ont été touchés par nos axes de prévention dans le bilan des 4 années passées. Plus de 3000 personnes formées au e-learning, donc plusieurs en France. Et on a formé 316 champions, donc ces fameux personnes qui ont fait en plus la formation en présentiel pour être des référents de proximité pour les autres. Et puis donc on a à l'heure actuelle implanté dans 31 terrains différents. On ouvre donc psychiatrie enfants adolescents et dans le canton de Genève maintenant, et ça va se poursuivre en Suisse romande normalement. On a utilisé différentes méthodes d'évaluation parce que qui dit finance dit évaluation, mais c'était pas toujours des évaluations de recherche. Donc on a, nous, en fait, en tout cas, travaillé à ce qu'elles soient extrêmement rigoureuses, notamment le sondage avant et après implantation, récolter tout un tas de données, notamment aussi avec les formations, mais le monitoring du projet. Mais on a d'emblée, en fait, couplé des aspects de recherche. Donc, on a déposé une demande à la commission d'éthique pour récolter des plans crise conjoints pendant les deux étapes de projet. Donc, on a récolté 740 patients ont bénéficié d'un plan de crise conjoint pendant les 2 premières années d'implantation. Et on a pu récolter, en fait, leur profil socio-démographique et clinique. Et on a pu récolter aussi quelques données des patients qui avaient refusé, en fait, ce type d'intervention. On a également analysé la qualité des contenus en se disant la formation, elle doit amener à ce que les contenus soient meilleurs, c'est-à-dire qu'ils puissent être utilisables par quelqu'un qui connaît pas le patient, parce que si les informations sont pas assez claires, ça va pas être utilisable. Et on a comparé pour voir si la formation avait eu un impact là-dessus. Et on a fait donc 2 travaux de master. C'est un de ma collègues sur les taux et modes de réadmission à 30 jours et à 9 mois, quand le PCC était fait pour préparer la sortie d'hôpital. Et moi, je suis allée voir quelles étaient les stratégies de coping des patients et de quelle mesure elles étaient associées à ces résultats. Donc, les résultats du sondage au niveau cantonal, on a amélioré le niveau de connaissance des professionnels. Il y a plus de PCC qui sont faits et les institutions encouragent beaucoup plus à faire des plans crise conjoints. Il y a plus de plans crise conjoints pour les patients. Mais ce qui nous a montré les résultats, c'est qu'il y a des personnes qui avaient eu accès à l'information et à la formation en ligne où on n'avait pas implanté. Et puis, il y a ceux qui ont eu l'information, la formation et l'implantation. Et les résultats sont nettement meilleurs et tous significatifs quand ils ont eu les 3, donc ces 3 ingrédients absolument indispensables pour faire changer les pratiques. Bon, extrêmement aussi importance dans l'évolution des compétences à pratiquer le plan de crise conjoint. Mais des autres résultats donc liés à la recherche là-dessus, c'est que on a pu vraiment la démontrer qu'effectivement les patients avec tout type de troubles psychiatriques avaient bénéficié d'un plan de crise conjoint. Et ce qui était aussi important pour nous, c'était que des patients qui ont un profil sociodémographique, que tout profil en fait bénéficiait d'un plan de crise conjoint, le risque aurait été qu'on ne propose qu'aux patients avec un niveau d'éducation supérieur ou qui fonctionne bien. Et plus de la moitié de nos patients ont une assurance invalidité, donc ont vraiment des troubles sévères. Et un tiers de nos patients ont été hospitalisés sous contrainte. Donc on voit que c'est vraiment aussi un levier important. Et la population qu'on a intégrée dans l'étude là était totalement en fait représentative de la population hospitalisée dans le canton, mais même en Suisse. Les travaux de master ont montré que quand il y a un PCC qui est fait en prévision de la sortie, il y a une diminution significative des réadmissions précoces, donc à 30 jours quand il y a un PCC, quand il n'y en a pas, et des diminutions sous contrainte à 9 mois quand il y a un PCC et quand il n'y en a pas. Les ressources et les stratégies de coping extrêmement riches, importantes, mais la seule ressource associée à ces résultats, c'était le fait d'avoir le soutien d'un professionnel anticipé. Et ça m'a beaucoup interpellée. Je dis, OK, ça veut dire qu'on doit améliorer les compétences de patients, d'autogestion pour prendre soin d'eux. Il y a beaucoup de stratégies qui sont très générales, en fait, et on doit vraiment travailler à leur apprendre des compétences pour gérer leurs troubles plus spécifiquement. Donc, à partir de là, j'ai proposé des sujets de master pour les travaux de bachelor des infirmiers, sur la question des stratégies de coping efficaces,
mais pas celles qui découlent d'un programme de soins, de psychoéducation, de self-management, de je ne sais quoi, qui sont prouvées, parce qu'on ne sait jamais laquelle utilise vraiment les patients et lesquelles seront efficaces dans le panel, parce qu'en général, il y en a tout plein. Donc, que sur des études qui portent sur ce que les patients disent utiliser comme stratégie et qui fonctionnent d'après eux. Donc, il y a déjà plusieurs travaux là-dessus, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Les obstacles, j'essaie de faire vite, désolé. Donc, je vous ai déjà parlé de la question de l'accès aux formations importantes. Cet accord de collaboration entre le terrain et l'école était censé en fait être porteur et un cadre vraiment soutenant pour ça. Clairement, on a perdu à peu près sur toute la ligne. Personne n'a porté ça, donc c'était vraiment sur nos épaules. Donc Jérôme Favreau et ma collègue ont décidé de quitter le terrain parce que c'était invivable. J'ai décidé de rester parce que si tout le monde quitte le terrain, ça va pas aller. Les problèmes d'accès aux finances de recherche, je vous l'ai dit, reconnaissance de titre. Mais ce qui a commencé à être compliqué, il y a eu un article en fait dans la presse locale pour défendre en fait l'intérêt du plan crise conjoint parce qu'il y avait cette problématique importante de contraintes. Et là, j'ai un professeur qui était le même professeur qui m'avait fait comprendre que j'avais déjà pas eu ma place, qui a complètement, vraiment pété un plomb et qui a écrit en fait des mails à toutes les strates du canton là pour dire que j'étais incompétente, que c'était des résultats non rigoureux, etc. Alors j'ai lutté, il a dû s'excuser publiquement, mais voilà, pour dire ça fait des dégâts, donc c'était un peu, vous ramassez une armée quand même quand vous débutez là-dedans. Les facilitateurs, parce qu'il y en a quand même. La psychiatrie communautaire, c'est un peu le village gaulois, c'est-à-dire qu'on a une approche et une manière de fonctionner qui n'est pas du tout celle du reste du système, avec le modèle du rétablissement en première ligne. Mais le professeur Bonsac, qui a vraiment beaucoup soutenu la recherche infirmière en disant, à un moment donné, si tu fais que de la clinique et de la recherche, enfin, c'est toujours la recherche qui passe à la trappe, en fait. Donc, on a décidé que j'étais sortie de l'effectif de l'équipe pour pouvoir faire de la recherche et qui a renforcé et soutenu ça. Et toutes les demandes de formation, quand même pour la petite histoire, mes cadres infirmiers ne m'ont jamais soutenu. Ça a toujours été le médecin-chef qui m'a soutenu, et ensuite ils étaient d'accord. Mais sinon, il n'y avait pas besoin, en fait. Un autre facilitateur, le colloque de recherche du service, donc on a vraiment organisé les choses dans le service qui est pluridisciplinaire, mais il est ouvert. Donc les patients y participent, les proches y participent, donc je peux vous dire que c'est très chaud, quand on pense à un sujet important, les patients nous disent ah bon, en fait, nous, ça ne nous intéresse pas du tout, vous voyez. Enfin, donc voilà, ça permet quand même de faire bouger les choses. Donc les mentors, j'en ai déjà parlé, donc comme je vous dis, je suis un peu tombée dans le chaudron de la recherche dans ce milieu-là, mais grâce à eux. Le fait d'avoir ce poste partagé permettait d'accéder à certains fonds de recherche, mais aussi le fait que l'école se soit réorganisée en laboratoire d'enseignement et de recherche permettait de distiller les connaissances de nos recherches, en fait, directement dans l'enseignement également. Les bibliothécaires, franchement, c'est des ressources indispensables quand on fait de la recherche. Les partenaires dont je vous parlais. Et j'ai mis comité scientifique et comité de pilotage. Quand vous avez un projet de recherche, faites toujours un comité scientifique et un comité de pilotage avec des personnes stratégiques, c'est-à-dire des décideurs, ceux qui potentiellement pour la suite vont financer, et les autorités sanitaires. Parce que quand ils sont là-dedans et qu'ils connaissent les résultats, ils peuvent plus en fait reculer. Donc ça, c'est vraiment stratégique et important. Les pairs praticiens, ça a révolutionné les choses. Et puis, quand même, au moment où donc je me suis fait attaquer via la presse, suite à cet article dans la presse, on a reçu un prix d'excellence pour nos travaux avec une collègue. Donc voilà, ça permettait de contrebalancer les choses. Et puis un autre prix qu'on a reçu pour notre MOOC en santé mentale. Alors il est important pour moi parce que j'ai découvert les formations en ligne et les technologies pédagogiques, alors que je ne suis pas du tout connectée, donc c'était très compliqué pour moi. Mais c'est à partir de là qu'on a développé le e-learning pour le PCC. Donc j'ai découvert un nouveau champ. Donc, d'autres facilitateurs, je ne vais pas les détailler, mais c'est de proposer des travaux de master sur les sujets. Notamment, on en a eu 2 sur 2 ans après la première phase d'implantation. Quels sont encore les obstacles et les leviers pour l'implantation du plan crise conjoint. Et puis, actuellement, on a un projet qui va toucher sur toute la Suisse romande sur les connaissances, attitudes et pratiques des déclarations anticipées en Suisse romande. Parce que comme on doit élargir, c'est important de savoir où sont les représentations et les connaissances pour aller travailler la stratégie d'implantation. Les travaux de bachelor, j'en ai déjà parlé. Et puis, voilà, ça c'est mon résumé, ma diade de fin. Pour survivre à la recherche, en un mot, il faut faire équilibriste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oula, j'ai totalement débordé, je suis désolée. Cette femme est une machine de guerre, vous l'avez compris. Les Suisses n'ont aucune chance, là. Donc, je sais pas s'il y a des JO de la recherche, mais bon, médaille d'or direct, là. Impressionnant. Donc, basta.
Je pense que le basta doit, vous savez, je crois que c'est Sœur Emmanuel qui disait yalla, et je crois qu'il faut que les gens qui font de la recherche disent basta, ça suffit, et on s'impose, on met le pied dans la porte. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expression là du monsieur qui voulait pas te laisser rentrer et qui finalement tu t'es imposé. Donc c'est impressionnant. Je pense qu'il faut avoir une bonne santé psychique, mentale, etc. Mais c'est une leçon d'obstination. Mais ce que je retiens par-dessus tout, c'est l'alliance phénoménale et l'énergie que tu as trouvée avec les usagers. J'ai l'impression que c'est une énergie qui est communicatrice. Et ça, moi, ça a vraiment redonné un souffle, enfin, un élan incroyable et une motivation pour aller de l'avant. Non, mais c'est, voilà. Donc, je suppose que quand même vous avez des questions, hein, parce que là, le parcours est exceptionnel. Alors, on va partager un petit peu, madame, si vous permettez. Et puis après, on revient vers vous. Il y a des gens qui n'ont pas encore pris la parole. Bonjour, je m'appelle Noémie Hatzenofer, je suis infirmière en pratique avancée. Et j'avais une question, en fait. Est-ce que vous connaissez des outils qui existent pour des patients qui présentent plutôt des TSA ou de la déficience intellectuelle? Parce que finalement, le plan de crise conjoint, enfin, nous, on essaye de le développer aussi au niveau de notre établissement. C'est quand même des questions assez spécifiques, c'est pas forcément évident de pouvoir y répondre. Et c'est vrai qu'on se demande s'il existe des outils pour des patients qui auraient moins de capacité à comprendre les questions qu'on peut leur poser. Est-ce qu'il existe des outils, des supports pour ce type de population? Alors, l'existence des outils, non, mais par contre, on est en train de mener un groupe de travail avec des professionnels qui travaillent dans ce domaine-là et avec des pairs qui ont une problématique de TSA parce qu'ils sont de plus en plus nombreux pour adapter l'outil, en fait. Et probablement qu'il y aura des choses transverses aussi pour l'adaptation de l'outil pour un plus jeune âge, mais aussi pour la personne âgée avec des troubles cognitifs, et à un moment donné, les choses vont se retirer. Donc, on est en train de travailler ça, c'est des demandes qui viennent du terrain, très clairement. Mais c'est en progression, en fait. C'est pas encore fait. Je sais pas. On va essayer de suivre dans Santé Mentale les travaux de Super Pascal, qui va très vite, et puis on partage. Ça casse les représentations de la Suisse, quand même. Je rigole. Oui, c'est ça, tu as dit. Alors, allez-y, madame. Bonjour, Lydiane Mathieu, cadre supérieur de santé. Et je milite voilà pour la recherche en soins. Nous-mêmes, nous sommes en marche au sein de l'établissement public de santé Villévra. Alors, je me suis toujours vue, mais vraiment comme un professionnel combatif, je sais pas, combattante et tout ce que vous pouvez mettre. Je vous dis juste merci pour ce matin. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais vraiment merci parce que vous êtes inspirante et il y a des projets qui sont nés là. Voilà. Merci infiniment. Madame, là-bas. Véronique Friss, concernée par le trouble psychique et qui n'est plus du tout en institution ou suivie du tout par l'institution. Comment la directive anticipée peut se mettre en place dans le libéral ? Parce que on a beau voir un psychiatre, on a beau se connaître soi. Je me suis récemment dit tiens, je pourrais aller aux urgences psy, mais ils me connaissent pas et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille me présenter un jour où je vais bien et leur dire voilà si j'arrive dans cet état, il me faudrait ça, mais voilà comment on peut penser les directives, le plan de crise conjoint, quand on n'est plus dans une institution, voilà. Alors, il y a différentes portes d'entrée possibles. Bien sûr, de militer vous-même pour l'outil, ça va être une première porte d'entrée. De sensibiliser les professionnels en libéral, ça va être une autre porte d'entrée qui est très importante. Mais si on travaille qu'avec les libéraux et que les institutions connaissent pas l'outil, on met un pied dans, comment on dit? Voilà, on se tire une balle dans le pied. Merci beaucoup. Parce que c'est au moment d'urgence, les institutions vont pas respecter en fait l'outil. Ça va être très compliqué. Puis vous allez être déçus. Donc du coup, pour vous, le plan crise conjoint sera nul. Donc il y a différentes manières de faire. Nous, ce qu'on a fait, c'est quand on a fait une campagne d'information en fait large. Les flyers d'information, ils ont été envoyés à tous les libéraux dans le canton de Vaud. Alors ça veut pas encore dire que tout le monde l'a lu. Ça peut aussi passer à la poubelle. Mais il y a eu ce travail-là. On est intervenu dans la formation continue des médecins généralistes, donc des médecins de famille, et dans la formation continue des psychiatres installés. On intervient maintenant dans la formation, le parcours de formation de psychiatrie pour les médecins, mais on a
4 après-midi pour toute la psychiatrie communautaire, donc 10 minutes sur le plan crise conjoint à peu près. Donc il y a évidemment beaucoup de différentes portes d'entrée, c'est important. Ce qui était important pour nous de commencer dans les institutions, c'est qu'on a un pouvoir d'intervention et de mobilisation extrêmement fort pour toucher rapidement beaucoup de gens. Et de fil en aiguille, comme l'outil va suivre la trajectoire de l'usager, on a fait le pari que ça irait dans l'autre sens. Mais on doit très clairement travailler sur les deux axes en fait. Donc si c'est pas un outil connu, ben faites-le connaître. Avec les associations de patients, ça marche beaucoup. Les associations de proches sont très revendicateurs maintenant, et c'est vraiment des alliés pour aussi obtenir des fonds dans les autres cantons pour implanter l'outil, parce qu'il faut que tout le réseau soit au courant et qu'il y ait une culture en fait autour de cet outil-là. Ça va pas suffire de faire ça juste avec votre thérapeute. Pour compléter votre réponse, dans certains départements, il y a des associations d'usagers qui accompagnent les ex-patients ou les gens rétablis à faire leur plan de crise. Et il y a les structures de réhabilitation où il y a aussi des pères aidants qui accompagnent pour ces plans de crise. Donc vous pouvez peut-être les solliciter. Mais j'avais une question. J'ai l'impression, en tout cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, que les infirmiers arrivent plus à s'engager dans la recherche sur la thématique case management, sur la thématique soins de réhabilitation psychosociale et qui prend en compte plus l'empowerment des patients. Est-ce que c'est aussi votre impression en Suisse et que c'est beaucoup plus difficile pour des infirmiers de s'engager dans la recherche sur d'autres thématiques, qui est l'activité de psychiatrie sectorisée standard? Voilà. Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourquoi est-ce qu'il y a une dynamique particulière sur ce plan-là et pas forcément sur les soins qui sont habituels en psychiatrie, en tout cas en France? Alors, je suis pas sûre que la différence soit aussi marquée chez nous. Je pense qu'il y a de la recherche aussi dans les soins standards pour améliorer les pratiques, mais elle reste peu connue et c'est des initiatives un peu personnelles et éparses pour l'instant. Donc, de type de rencontres, par exemple, on n'a pas. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la spécialisation. Beaucoup de travail en réhabilitation ont une spécialisation et ont acquis dans leur formation en spécialisation tout un tas d'outils qui permettent de valoriser la parole des usagers, de mobiliser, je pense, qui sont intéressants. Et juste à ce titre-là, vous avez des formations incroyables qui sont pas du tout reconnues en Suisse. Et nous, on n'a pas de formation pour la réhabilitation. Donc, on travaille beaucoup, du coup, avec vos services et d'ailleurs nos collègues de Nantes et région qui ont travaillé et implanté le plan crise conjoint dans la salle aussi. Et c'est aussi des collaborations extrêmement incroyables. Mais, je crois que c'est vraiment quand il y a à un moment donné une problématique qui est mise en évidence, une perte de sens ou une perte de qualité, que tout d'un coup des projets de recherche peuvent démarrer où que ce soit. Par exemple, on a suite au Covid à l'hôpital de jour, donc qui fait partie du service de psychiatrie communautaire, en fait il y a eu une perte de sens, les soignants ne savaient plus quoi faire, etc. Et on a proposé un projet de master. Du coup, j'ai dit on va lancer ce sujet-là. Et donc comme les pratiques recommandées rétablissement, on a décidé d'utiliser l'observatoire du rétablissement, donc qui est des collègues de Lyon, pour une démarche participative avec les usagers. Et du coup, on a pu les mobiliser dans ce contexte-là pour améliorer l'intégration du modèle de rétablissement dans les pratiques, par exemple. Dans nos services aussi, les collègues notamment du suivi intensif dans le milieu qui vont dans la communauté au contact des personnes réfractaires en déni de soins. En fait, on avait un problème de transmission du savoir. C'est une des équipes mobiles pionnières en Suisse romande. Et le plus ancien, en fait, allait partir à la retraite. On y revient. Et c'est un savoir oral. Et à un moment donné, c'est problématique. Et il y a une impression de non-reconnaissance, une perte de sens aussi, mais de non-reconnaissance dans le reste du système. Et on a proposé un travail de master sur les compétences spécifiques des infirmiers pour engager les patients réfractaires. Et ça permet de valoriser, de visibiliser. Donc, c'est vraiment les initiatives de terrain qui, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas et on peut proposer des sujets, en fait, dans la formation de master. L'enjeu, ça sera de trouver des personnes qui vont les encadrer et des directions de master parce qu'il faut avoir un doctorat que je n'ai pas. Donc, il faut toujours trouver des alliances, en fait, pour ça. Ça ne répond pas tout à fait à votre question, je suis bien consciente, mais C'est une femme orchestre. Alors, une autre femme orchestre, Yvonne. Déjà, merci Pascal, parce qu'on dit de moi que je suis une battante, que je suis un peu, mais quand on se dit que Pascal, c'est mon mentor et que c'est la rencontre avec toi qui m'a amenée à la recherche et au plan de crise conjoint, du coup, peut-être que ça peut expliquer aux personnes mon tempérament. Mais voilà, déjà, merci pour tout ce que tu offres. Et c'est vrai, ce dynamisme et surtout l'espoir. Finalement, moi, je vais commencer par répondre un petit peu au docteur Inesta. C'est vrai que il y a un lien, je pense, entre le fait de travailler l'empowerment des patients et notre propre empowerment. Ça, j'en suis convaincue. Donc, c'est vrai que pour avoir fait les deux, quand on se met à travailler, à découvrir des outils comme le plan de crise, à être dans des dispositifs aussi où on va être beaucoup plus responsabilisé, où on va nous faire plus confiance, on va se faire plus confiance aussi
pour faire de la recherche. La question de la recherche, elle m'est pas arrivée quand j'ai commencé à travailler sur l'équipe mobile. C'était déjà là avant. Mais le moment où j'ai pu me faire suffisamment confiance pour me lancer, c'est quand j'ai commencé à faire ce type de choses et effectivement la rencontre avec les pairs, la question de l'empowerment, du rétablissement, etc. Voilà. Moi, j'ai une question. Tu as utilisé le terme déclaration anticipée. Je vois venir. Voilà. En France, on utilise beaucoup le terme directive. Alors moi, je me bats pour qu'on utilise aussi ce terme déclaration anticipée, parce que le terme directive, même si je suis plutôt pour, c'est un terme qui met aussi des barrières dans le développement, je pense, en France, des plans de crise, des directives anticipées, de tout ce qu'on veut. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques précisions là-dessus? Donc peut-être que Marie-Hélène Goulet, qui interviendra demain, qui travaille aussi sur la question du plan de crise contre ces questions, pourra compléter, parce que elle a encadré des travaux sur cette question d'appellation, et il y a du travail à faire. Alors déjà, la première chose, c'est que, en fait, en Suisse, on parle pas de directives anticipées parce que les directives anticipées sont inscrites dans la loi, elles sont valables pour la psychiatrie, contrairement à la France. Donc, c'est pas pour autant qu'il y en a plus sur le terrain, d'accord? C'est pas du tout connu. La plupart des directives anticipées en Suisse, elles sont faites pour les fins de vie, pour le somatique. Et donc, du coup, on devait le distinguer du terme qui existe déjà, qui est dans la loi, et du coup, si on dit directives anticipées, c'était très compliqué. Et il y a effectivement des gens des patients même, qui nous ont dit, mais en fait, du moment que c'est légal, moi, je veux pas entrer dans ce système-là. Et de toute façon, la loi prévoit la situation où le professionnel peut ne pas l'appliquer. Donc ça sert à rien. Donc voilà, je sais qu'il y a tout un mouvement pour militer, pour le faire reconnaître au niveau de la loi en France. C'est peut-être une des pistes, mais c'est pas forcément la seule solution. Et il y en a d'autres. Et du coup, dans la littérature, on a découvert ce titre plus large de déclaration anticipée qui réunit plusieurs types d'outils. Il y a les directives d'Ulysse selon les pays aussi, qui, à l'image d'Ulysse, pour pas se faire prendre par le piège et le chant des sirènes, a demandé à se faire attacher, en fait. Et du coup, les directives d'Ulysse, c'est vraiment des directives où les patients demandent en fait à être contenus en avance d'un épisode de crise pour passer ce moment-là. Donc il y a différents types d'outils qui existent et qui ont souvent en fait, qui n'ont pas tous justement le même niveau de reconnaissance légale. Donc pour nous c'était important de pouvoir avoir un terme générique finalement pour se dire mais il y a plusieurs outils possibles et le patient peut choisir lequel est le mieux pour lui. Mais évidemment quand on implante un outil, ça serait important d'en choisir un parce que si on a 36, on a déjà de la peine à mettre le doigt dessus quand on en a besoin. Donc ça va être problématique dans ce sens-là. Donc en fait c'est plus en lien avec ce qu'on a trouvé dans la littérature. Mais nous on est en train alors, on fait l'inverse par rapport à votre journée l'année passée nationale sur la réflexion sur les mesures d'anticipation. Nous, on parle de plus en plus de mesures anticipées parce qu'en fait, il y a d'autres types d'outils qui contribuent à ça, notamment aussi le rôle du représentant thérapeutique, etc. Et on est en train plutôt d'élargir encore plus que de la question des déclarations anticipées. Donc, le débat n'est pas terminé. Ce qui est juste important à savoir, c'est de clarifier de quoi on parle quand on utilise ces termes, en fait. Peut-être juste la précision que déclaration, c'est la traduction de statement, du coup, qu'on retrouve dans la littérature. C'est aussi pour ça que c'est intéressant au niveau de la recherche. Je propose que vous continuiez peut-être à échanger ensuite à la pause. Merci beaucoup. Et donc...